ce dernier rendez-vous de notre série Hors Zone, nous vous proposons un petit dépaysement aux accents tziganes. Nous sommes pourtant bel et bien en Suisse, à Blonay, à 2 pas de l'autoroute. J'ai le plaisir d'accueillir Cynthia Guignard. Elle a 28 ans, c'est donc la Benjamine de nos invités, mais elle a déjà bien roulé sa bosse car les voyages ont formé sa jeunesse. Cynthia a l'esprit nomade, même si elle a posé ses valises à Vevey au siège de la mission évangélique Braille. Elle y est responsable du secteur coopération au développement. Elle a choisi de s'engager auprès de ceux qu'elle appelle les handicapés de la vue dans les pays du Sud. Car en Afrique, les aveugles sont encore considérés comme des parias et des moins que rien. Cynthia, bienvenue. Merci. On est à 2 pas de l'autoroute, mais en Suisse. Oui. Est-ce que tu pourrais habiter ou voyager dans une roulotte? Habiter, je sais pas, c'est un peu petit, mais en tout cas, voyager pendant quelques temps, je me verrai assez bien à travers les paysages. Tu as beaucoup voyagé. Quel pays est-ce que tu as parcouru? Oh là là, ça fait une sacrée liste, mais pour le Canada, les États-Unis, la Chine, la Thaïlande, et puis principalement l'Europe après. Je dirais un pays qui m'a particulièrement marqué, c'était l'Inde. Élément un peu déclencheur dans la suite de mon parcours de vie. Alors ton parcours, on va en parler, mais dans la roulotte, alors je t'invite à me suivre. Merci. Tu disais, Cynthia, à l'extérieur que l'Inde avait été un voyage déterminant. Pourquoi pour ton parcours? J'y suis allée à l'âge de 17 ans et puis je suis restée un mois et demi dans un orphelinat là-bas où on était assez isolés. C'est vrai que c'était une première expérience dans un pays en voie de développement et c'était assez impressionnant pour moi de voir les besoins et en même temps mon incapacité à y répondre. J'étais encore assez jeune et puis j'avais pas de formation. C'est vrai que ça, je pense que ça a révélé quelque chose en moi. Ça te faisait quoi de savoir que tu pouvais pas répondre à ces besoins? On se sent en fait assez inutile. Je crois de l'extérieur, on a des fois un a priori un peu très positif, de l'aide humanitaire, etc. Et puis c'est vrai que quand on se retrouve sur place sans formation, parfois on est un peu démuni. Et en rentrant, c'est là que j'ai choisi de poursuivre mes études en relations internationales. Je crois que c'était ce sentiment d'inutilité en fait qui était quand même pesant. Qui t'a poussé à te former finalement. À me former, exactement. Tu as travaillé pour Terre des Hommes, pour diverses associations humanitaires. Aujourd'hui, c'est la mission évangélique Braille qui t'a ouvert ses portes. Qu'est-ce que tu y fais? Je suis responsable du secteur pour la coopération au développement. On est une toute petite équipe et puis je m'occupe donc de différents projets qu'on fait principalement en Afrique francophone. C'est quoi la coopération au développement? Un peu compliqué, difficile à définir. C'est des projets de développement donc dans des pays où il y a un certain besoin et puis ça se différencie de l'aide humanitaire qui est plutôt des fois de l'aide d'urgence. Tandis que nous, c'est plus sur le long terme un changement progressif de la situation des personnes sur place. Alors les personnes handicapées de la vue ou les aveugles, comme on les appelle nous, ils ont besoin de quoi en Afrique? Comment ils sont considérés? Bon, question difficile, c'est vrai que c'est très différent de l'Europe. En Europe, il y a quand même un service social qui est mis en place où ils sont soutenus. Et en Afrique, le service est complètement absent. Les gouvernements commencent à prendre conscience de la problématique de l'handicap de la vue, mais c'est vrai que c'est encore considéré comme une population très discriminée et qui sont souvent sujettes à des croyances négatives, c'est-à-dire qu'ils sont perçus comme étant malvoyants ou non-voyants suite à une malédiction. Principalement une malédiction de la mère, parce que la maladie n'est pas connue en fait. Alors on en fait quoi de ces gens-là? Comment ils sont intégrés dans la société ou comment ils sont pas intégrés justement? Voilà, alors généralement ils sont plutôt pas intégrés. Des fois on a même la peine à savoir s'ils sont présents ou pas parce qu'on les cache. Et puis on les cache dans le sens où on n'a pas envie que ça se sache dans un village qu'il y a des personnes handicapées de la vue. Les familles n'ont pas envie de montrer qu'elles ont un enfant handicapé de la vue. La langue du braille, des fois, est absolument pas connue. Les gens savent pas qu'une personne aveugle peut apprendre à lire grâce à des petits points. Et puis, c'est vrai que je dirais c'est déjà l'aspect technique. Et puis, le manque de connaissances simplement à la maladie, comment la prévenir. Pourquoi une personne handicapée de la vue, ça veut pas dire qu'elle est bête. Elle a les mêmes capacités sociales, etc. Donne-nous peut-être un exemple de projet que vous menez actuellement sur le long terme. Alors, un projet qu'on mène maintenant à Brazzaville, qu'on est en train de planifier, c'est un projet d'école inclusive. C'est-à-dire que c'est des enfants malvoyants qui seront intégrés dans des classes avec des enfants voyants.
Et puis, c'est dans le même centre, on prévoit de faire des petites activités génératrices de revenus. Dans le jargon, ça veut dire des activités qui vont permettre de dégager un petit salaire ou un petit revenu et d'occuper aussi les personnes handicapées de la vue. Comment on fait connaissance avec ce handicap-là? T'as découvert quoi, toi? Alors, moi, j'ai la chance, je dirais, de travailler au siège à Vevey avec une personne qui est malvoyante. Donc, déjà là, on rentre dans un quotidien de l'handicap. Faut faire attention à quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on réalise pas? Ben, quand je te parle, là, je parle avec les mains, en te regardant. Et puis, souvent, quand on parle, on s'exprime de façon visuelle. Et en fait, on oublie de décrire pour la personne qui ne voit pas. Quand tu te retrouves en situation de voyage avec des handicapés de la vue bien autour de toi, donc tu te retrouves en minorité finalement, est-ce que toi tu arrives à te sentir encore à ta place? C'est une bonne question. Mais oui, je crois, parce qu'en Afrique, les personnes handicapées de la vue sont très mobiles. Je dirais même plus qu'en Europe, elles doivent se débrouiller. Donc souvent, au bout d'un moment, on le voit plus, ce handicap dans certaines choses. Elles arrivent facilement à les servir elles-mêmes à manger, elles arrivent facilement à se déplacer d'un endroit à l'autre. Je veux dire que quand elles se déplacent, elles prennent un taxi-moto. Donc voilà, elles font confiance à la personne devant, elles montent derrière la moto. C'est vrai que des fois, je sens presque moins de décalage en fait de ce point de vue-là en Afrique. Ouais, je me suis sentie... au final... au bout de 2-3 jours, on se sent assez vite à sa place. Cette question d'être à sa place ou pas, c'est la thématique qu'a abordé notre duo d'artistes avec lequel on va faire connaissance maintenant, qui a la particularité de faire de la musique pour les sourds. Et oui, tu as bien entendu. On a parlé de trouver sa place. Pour revenir sur la notion de la place de la personne aveugle dans la société africaine, elle a un problème d'accès à beaucoup de domaines. Est-ce que tu peux m'expliquer lesquels? Elle est vue comment? Alors bon, c'est un accès, comme je l'ai dit, à l'école. C'est un accès aux associations et c'est aussi un accès à leur famille. Souvent, ils sont aussi discriminés dans leur propre famille. C'est le dernier enfant qui ira à l'école, parce que ça coûte plus cher et parce qu'on n'a pas forcément envie d'investir dans un enfant avec un handicap. J'ai à ce propos, je pense un exemple qui illustre assez bien. On a à Ouagadougou un centre de formation, donc primaire, qui s'appelle le centre Siloé. Et là, il y a une petite fille que les parents sont jamais venus rechercher à la fin de la journée d'école. Et notre coordinateur qui est sur place, lui a décidé d'accueillir cette petite fille dans sa famille. Et maintenant, elle a grandi, elle a eu la possibilité justement de vivre aussi une vie de famille en étant sur place. C'est vrai que ça m'a touchée parce que c'est un engagement qui n'est pas que de la part de l'handicapé de la vue, mais qui est aussi de la part des voyants. Ça se fait ensemble pour s'intégrer dans la société. C'est gratifiant de pouvoir avoir des histoires comme celle-ci où on se rend compte de l'impact du travail sur place. Oui, alors ça, pour avoir travaillé dans différents milieux, je dirais que c'est la meilleure partie, c'est de pouvoir développer les projets ici, de discuter avec les bailleurs de fonds et les gens qui nous soutiennent, et d'un autre côté, de voir le résultat pour les bénéficiaires. Comment est-ce que toi tu gères justement ce rapport à la misère, à l'ampleur de la tâche? Parce qu'on pourrait se dire, voilà, ça va nous envahir, à 28 ans ça m'écrase les épaules plus qu'autre chose. Comment tu fais pour gérer ça? Oui, c'est une question pas facile, mais c'est vrai que je dirais, il y avait une phrase qui m'avait aidée, c'est face à cette misère-là, c'est de pas forcément se sentir coupable, parce qu'au final on va repartir avec notre culpabilité, mais c'est de se sentir responsable. Et ça, je crois que ça nous aide aussi, c'est qu'au final l'aide au développement, c'est pas que ce qui se passe là-bas, mais c'est aussi notre façon d'agir ici, qu'est-ce qu'on va consommer, qu'est-ce qu'on va pas consommer. Tout ça a un impact global et finalement on est solidaire mais aussi partenaire de ce changement-là. Merci Cynthia d'avoir passé ce moment avec nous. Il nous reste à te souhaiter encore de nombreux voyages et de belles expériences comme celle-ci. Comme je l'ai dit en début d'émission, c'est la dernière de la série Hors Zone. Merci de nous avoir été fidèles et si on vous manque, eh bien, il ne vous reste plus qu'à taper www.haurzone.ch pour revoir les modules. Il faut que je remercie un certain nombre de personnes, alors c'est parti. Merci à toute l'équipe technique, à Talia, notre maquilleuse, à nos audacieuses invitées, à mon Raphaël Noir préféré, à Jean-Daniel André de Stop Pauvreté qui a rendu tout ça possible. Et merci encore au talent, à l'artiste de génie qui a réalisé cette roulotte, Christophe Dehé, que nous saluons. Et bien voilà, Hors Zone c'est terminé. Bye bye.